Tout d'abord, merci de cette invitation, aussi bien au bureau qu'aux gens et aux gens qui sont ici. Je vais peut-être dire deux, trois mots sur moi pour que vous sachiez un peu d'où je viens, où je suis. Voilà. Comme vous venez d'entendre, j'ai été enseignante à Psychoprate pendant 40 ans. Donc j'ai une longue habitude de l'enseignement. J'y ai enseigné la psychologie américaine, la psychothérapie américaine, Gestalt, psychodrame, tous ces trucs-là, Rogers, là, et la psychologie analytique, c'est-à-dire Jung. J'ai eu une première formation aux États-Unis où j'ai vécu de nombreuses années. J'ai fait mes études de psycho aux États-Unis. Donc j'ai cette orientation un peu américaine, en tous les cas d'origine. Et j'ai eu une première formation en tant que psychothérapeute de ces techniques psychocorporelles que sont la bioénergie, la gestalt, le psychodrame de type morénien, enfin voilà, et Rogers. Et puis en rentrant en France, j'ai pratiqué comme psychothérapeute en groupe et en individuel, et assez rapidement je me suis formée à l'analyse jungienne. Et j'ai fait partie de la Société française de psychologie analytique, la SFPA. J'en ai été membre, j'en ai été vice-présidente, enfin bon voilà, voilà. Je suis toujours reliée à la SFPA, mais je suis partie dans une autre direction il y a de nombreuses années déjà, et aujourd'hui je suis membre et j'ai fini ma formation à la Société freudienne. Donc j'ai fait un peu le tour du cadran. Il me manque Lacan, mais ça j'irai jamais. Donc, simplement parce que ça me correspond pas, et puis parce que je crois que ça suffit comme ça. Donc voilà, mais toujours dans la direction de la psychothérapie ou de la psychanalyse. Donc aujourd'hui, je n'enseigne plus. Il m'arrive de faire des conférences comme ça, mais je suis uniquement psychanalyste dans mon cabinet à Paris. Et je n'ai jamais pratiqué le coaching ou en entreprise. Voilà. J'avoue que je ne savais pas trop qui serait dans la salle exactement et à qui je m'adressais. Je pensais qu'il y aurait beaucoup de coachs, éventuellement effectivement des psychothérapeutes, pourquoi pas des jungiens, mais je ne savais pas trop, donc voilà. Donc ce soir, quand effectivement Bénédicte Drouin, qui était une de mes étudiantes, il y a plusieurs années maintenant, comment ? 20 ans. Il y a 20 ans, oui. Est venu me demander de parler des types psychologiques. La première idée que j'ai eue, et je vous l'ai dit tout de suite, c'est le soi. Parce que lorsque j'avais étudié les 500 pages des types psychologiques de Jung, du livre qui s'appelle Les types psychologiques de Jung, ça m'avait frappé. Ce qui m'avait frappé, c'est à quel point il y avait comme un fil d'un bout à l'autre qui était le questionnement de Jung sur le soi et ce qui lui est totalement relié, l'individuation. Ne vous inquiétez pas, je vais définir tout ça, mais ça m'avait frappé. Et donc, d'où le titre que je vous ai donné, le soi au centre de la question des types psychologiques chez Jung. Donc, ce que je pense faire ce soir, c'est vous placer le soi et l'individuation, puis aussi la pensée de Jung sur les types dans son contexte, avec des dates, parce que c'est toujours important quand on prend Jung de regarder à quelle date ça se situe, parce qu'il a tellement évolué, il a tellement écrit, et il est tellement dans des choses différentes quand on est en 1900... Enfin, au tout début, 1907, 13, 20, que quand il arrive à la fin de sa vie, dans les années 1960, vous imaginez, voilà. Bon. Donc je vais replacer ça dans le contexte, puis je crois nécessaire de vous donner des définitions de ce que c'est que l'individuation et le soi, parce que sinon vous allez nager complètement. Et puis ensuite, je prendrai une lecture des types psychologiques avec vous, avec ce fil de en quoi cette question du soi et de l'individuation est au centre de la pensée de Jung sur la typologie. Alors c'est un vaste programme, j'ai essayé de ne pas être trop longue, j'essaye d'être aussi claire que possible. Je pense qu'avec les questions, vous pourrez me demander ce que vous n'avez pas compris et éventuellement me dire ce que ça peut vous apporter.
Alors, Jung écrit pour la première fois sur les types psychologiques, ça on va regarder le contexte. Hein. Il écrit pour la première fois sur les types psychologiques en 1913. C'est d'abord une conférence qui devient un article, et ensuite il écrit en 1921, donc 8 ans plus tard, son gros ouvrage sur les types psychologiques. Ces dates sont pas n'importe quelle date dans l'histoire et l'œuvre de Jung. 1913, donc le moment où il écrit pour la première fois, c'est au moment de sa rupture avec Freud. Il démarre sa rupture avec Freud, et sur quoi il écrit au moment de sa rupture avec Freud? Sur les types. Bon, c'est pas anodin. Et puis, au moment de cette rupture et après, entre 1913 et 1916, il commence à en sortir vers 17, 18, 19, il part dans une patouille intérieure totale, dans une crise intérieure totale, qu'il appelle une crise de désorientation, et qu'il décrit, et je vous recommanderai cette lecture parce qu'elle est facile, elle est relativement facile d'accès, dans son autobiographie qui s'appelle Ma vie, dans le chapitre Confrontation avec l'inconscient, il décrit cette période entre 1913 et 1912, qui est le moment où ça démarre, et 1916, 17, bon, il va jusqu'en 27 même, où il se bataille avec lui-même, aux prises, dit-il lui-même, avec ce qu'il a appelé une activation très forte de l'inconscient. Pendant cette période où il est principalement en train de vivre ce qu'il vit et se donner les moyens de ce qu'il vit dans cette confrontation avec l'inconscient, il écrit, mais très très peu, et il recommence vraiment à écrire des textes majeurs, mais qui sont petits, en 1916. Le texte dans lequel il définit le processus d'individuation qui nous concerne ce soir, qui est de 1916 et qui s'appelle Les 7 sermons aux morts. Mais je ne vous recommande pas la lecture des 7 sermons aux morts. C'est comme les types psychologiques, c'est difficile. Autant je vous dis, allez voir le chapitre, et même toute ma vie. Ma vie, il est facile à lire, c'est presque un roman, et on y voit bien Jung. Autant les 7 sermons aux morts, il est encore dans sa patouille, il parle aux morts qui reviennent de Jérusalem. Bon, il est dans des visions, c'est passionnant, mais il faut un coach pour le lire. Hein. Enfin, un coach qui vous oriente dans la lecture. Mais c'est là qu'il définit 1916, processus d'individuation. Et puis en 1919, il définit pour la première fois dans un article qui là est tout à fait accessible, qui s'appelle Instinct et inconscient, l'archétype. Okay. Et le premier gros livre qu'il écrit après sa crise, 1921, c'est les types psychologiques. Donc ça, c'est le contexte. Ah si, il me manque un dernier contexte absolument essentiel, c'est que il définit le soi en 1929. Donc on est, avec les types psychologiques, effectivement, dans une période où il est en train de définir ses concepts majeurs, sa conception de l'inconscient, après sa crise, et au moment de sa crise, c'est au sortir de sa crise et de cette auto-analyse qu'il fait, qu'il définit ses concepts majeurs, que sont l'archétype, le soi, l'individuation, l'individuation, l'archétype et le soi. Il y aura l'anima au milieu aussi, voilà, mais ça, ce sont tous les archétypes. Mais pour le moment et ce soir, on va se contenter du processus d'individuation et du soi. Alors, voyons les définitions. Il définit en premier le processus d'individuation et il le définit un petit peu comme une phénoménologie, c'est-à-dire comme une expérience, comme quelque chose qui sort de son expérience et donc qui sort de cette expérience qu'il vient de faire pendant 5-6 ans d'une analyse intense sans analyste. Donc il s'accroche comme il peut et il se donne les moyens de ça. Cette phénoménologie, ou ce qui lui semble, ce dont il a fait l'expérience pendant sa période de désorientation, il lui semble découvrir
a posteriori, où il décrit a posteriori, qu'il y avait au milieu de tout ça une dynamique à l'œuvre, une dynamique inconsciente. Donc c'était pas le conscient, c'était pas le moi qui le dirigeait, il y avait quelque chose qui dirigeait dans l'inconscient, une dynamique organisatrice, un processus organisateur, un processus inconscient, dans l'inconscient et de l'inconscient, qui, alors dans le psychisme, il y a toutes sortes de pulsions, d'impulsions, de complexes, de choses dans tous les sens, dans l'inconscience, dans le psychisme et puis dans une personnalité. Enfin, il y a l'introversion, il y a l'extraversion, il y a les 4 fonctions, puis tout ça, ça circule un peu dans tous les sens. Hein. Et qu'est-ce qui va... Il semblerait qu'il y ait quelque chose qui organise tout ça. Quelque chose d'inconscient et d'archétypique. C'est-à-dire quelque chose d'inné, qui fait partie même de la dynamique de l'inconscient et qu'il va appeler le processus d'individuation. Pour lui, c'est le processus d'individuation lui-même qui a poussé à la désorganisation ou à la désagrégation de l'organisation qui était jusque-là celle de sa personnalité, jusqu'en 1912-1913. Et puis, pouf, explosion. Alors on peut dire, c'est parce qu'il s'est séparé de Freud, c'est parce qu'il rentre dans une crise à cause de cette séparation très forte. Eh bien non. Lui, ce qu'il dit, c'est, il y a quelque chose qui m'a poussé à me séparer, non pas de Freud, mais ce qu'il représentait. Ok ? Et à me séparer du mode de relation qu'il avait avec Freud, parce que sinon il n'aurait pas eu à se séparer de Freud. D'accord ? Mais il fallait qu'il... Enfin, il y a quelque chose qui a poussé à ça et qui a fait exploser ou se désagréger une organisation qui fonctionnait, mais qui n'était plus adaptée à lui et à se devenir lui-même, se devenir individuel, qui s'appelle le processus d'individuation. Donc, ça pousse à la désorganisation et puis ça aide à une réorganisation sur d'autres modes, de d'autres façons, qui inclut plus de possibilités, d'autres façons de s'adapter. Et ça, c'est le processus d'individuation. Le processus d'individuation pousse à devenir un individu, c'est-à-dire quelqu'un qui est à la fois séparé de l'autre, capable de dire ça c'est moi, ça c'est pas moi, différent, autonome, et quelqu'un qui est aussi relié, c'est-à-dire quelqu'un qui trouve une manière de se relier à l'inconscient, l'univers, la société, la famille, ou si on reste sur un truc plus petit, la mère, je dois m'en séparer, je te déteste maman, oui mais enfin je t'aime beaucoup aussi, alors comment je fais pour avoir les deux ensemble ? Et le processus d'individuation pousse à la séparation, pousse aussi à trouver des modes de liaison qui peuvent faire qu'on peut et se séparer et se relier, et conjoindre les deux. Alors le mot conjoindre, joindre, concilier sont des mots qui sont propres à la théorie de l'individuation et à la théorie du soi. L'individuation est à la fois un processus de différenciation, parce que pour se séparer, il est très important que les choses se différencient. Alors, on se différencie depuis... Voilà. Alors, l'individuation commence au début de la vie, finit à la fin de la vie. Donc, on n'en a jamais fini avec. Hein. On ne devient jamais complètement soi, ou complètement individu, parce qu'il y a toujours quelque chose qui vient nous gratter quelque part, parce que, voilà, l'adaptation était parfaite jusque-là, mais ben non, les circonstances de la vie ou les circonstances intérieures changent, et l'adaptation doit changer. Donc, le processus de différenciation, d'avec la psyché collective, d'avec l'inconscient, d'avec la mère, d'avec la famille, d'avec tout ce que la collectivité exogame, si on est très extraverti, endogame, si on est très introverti, mais les deux étant évidemment absolument nécessaires. Et donc, processus de différenciation, processus aussi de transformation,
Parce que pour que ce soit possible de concilier les opposés, il faut qu'ils se transforment. Okay, vous avez une certaine façon de concevoir l'introversion ou une certaine façon de concevoir l'extraversion, mais pour que les deux fonctionnent ensemble, il va falloir que votre conception des choses change et qu'il y ait donc un processus de transformation des formes dans lequel les choses s'inscrivent et se différencient. Processus aussi de centration, parce que c'est quelque chose où on essaye d'être dans un contenant et il y a tout un processus de centration. Il s'agit d'arriver au développement d'une personnalité individuelle, d'une personnalité intégrée, capable de trouver des solutions nouvelles à des circonstances intérieures et extérieures nouvelles. L'individuation, c'est devenir un être entier, une entièreté, pas une perfection. Et l'individuation, alors quand Jung va définir le soi, il va dire que l'individuation, c'est le processus de réalisation du soi. C'est pour ça qu'on ne peut pas définir l'un sans l'autre. Le soi, il le définit en 29 et là, il essaye de conceptualiser. Parce que jusque-là, le processus d'individuation est déjà un concept, mais il part de l'expérience. Et vous voyez bien comment je vous en parle. Voilà. Avec le soi, c'est un concept. Et il essaye de le conceptualiser, et il veut le conceptualiser, et il dit c'est un concept limite, c'est-à-dire c'est très difficile à comprendre, on est toujours dans le paradoxe avec le soi. On est déjà dans le paradoxe avec le processus d'individuation. Le processus d'individuation, il montre comment on fait avec le paradoxe. Mais le soi, c'est un paradoxe, et il estime que c'est le concept auquel il est arrivé qui est le centre de sa théorisation, mais qu'il est très important. Et après, une fois qu'il a défini tous ces concepts, l'archétype, l'individuation et le soi, il a passé le reste de sa vie à essayer de l'expliquer d'une manière, d'une autre, d'une troisième, d'une quatrième. Voilà, il commence dans les types et puis après il continue. Tous les livres de Jung tournent autour de ces questions-là. Et on peut pas éviter le soi et l'individuation. C'est le centre même de sa conception de la dynamique psychique et de la façon dont ça fonctionne, y compris la typologie. C'est-à-dire comment toutes ces choses disparaîtes peuvent arriver à être ensemble. Et à quel moment quelque chose est bloqué et le processus est bloqué et à quel moment il se débloque et comment ça marche et voilà. Alors le soi, en tant que concept et théorie, pour Jung, est le centre organisateur de l'ensemble de la dynamique psychique. Ça n'est pas le moi. Le moi est le centre de la conscience. Le moi est ce qui se dégage quand on se différencie et qu'on est capable de se dire je suis différent. Au moment où je me différencie de la mère, je me différencie de l'inconscient, dans ce processus-là, se dégage un moi, c'est-à-dire quelqu'un. Alors le moi, c'est le centre du conscient, c'est un complexe, et c'est ce qui répond à la question c'est quoi moi? Mais c'est du côté du conscient. D'accord? C'est indispensable que se constitue un moi. Parce que sans moi, il n'y a pas de conscience. D'accord ? Donc ça fait partie du processus d'individuation de développer un moi. Et même, généralement, le développement du moi est au centre du développement de la personnalité pendant très longtemps. Et avec certaines personnes que l'on voit, en particulier les psychotiques, on est content d'aider au développement d'un moi. On ne va pas leur parler du soi, ils sont dedans, certes, mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est d'avoir un moi. Et Jung appelle ça l'individualisation. On s'individualise, qui fait partie de l'individuation, mais c'est surtout le processus de développement de la capacité de conscience. Et le moi est le centre de la conscience. Il discrimine, il objective, il est capable de dire ce qui est moi, ce qui n'est pas moi. Et puis d'ailleurs, il dit, comme l'enfant de 2 ans, c'est à moi. Il faut les laisser parce que c'est important. Bon, c'est mon jouet, alors je le partagerai peut-être plus tard, mais d'abord pour être sûr que c'est moi. Voilà. Je peux commencer à partager si j'ai d'abord développé moi. Sinon, je me noie dans un nous un peu flou.
Voilà, c'est pareil dans le couple. Est-ce que je peux être moi? Est-ce que je peux avoir aussi mon parcours? Mais comment je fais pour me lier avec l'autre tout en ayant mon parcours? Vous voyez, c'est la quadrature du cercle. C'est ce qu'on appelle le processus d'individuation. Et c'est le soi qui permet de résoudre la question de la quadrature du cercle. D'ailleurs, le soi a une structure quaternaire. Le moi est donc au centre de la conscience, et le centre de la conscience, le soi est le centre de la psyché. La psyché incluant le conscient, l'inconscient et la dynamique entre les deux. Le soi est surordonné par rapport au moi. Le moi doit à un moment donné accepter de s'y soumettre. En gros, le moi doit accepter d'arrêter de penser qu'il est le centre du monde et qu'il est le centre de la psyché. C'est pareil. Il n'aime pas ça, mais de toute façon, le processus d'individuation, après lui avoir gentiment expliqué qu'il avait le droit d'être moi, va gentiment lui expliquer que ça suffit comme ça. Bon, ben oui, c'est comme avec les gosses, voilà. Mais sauf que c'est à l'intérieur de la psyché. Le soi est là, dans la psyché, la valeur la plus haute, la quantité d'énergie la plus haute et la plus grande. Il est recherche d'une entièreté, qui n'est encore une fois pas la perfection, qui n'est pas non plus la beauté, nous dira Jung dans les types psychologiques. Il est recherche de l'union, de la réunion. Il est une totalité. Il est recherche d'une totalité et il est déjà une totalité en potentiel. Il a la capacité de conjonction des opposés, un peu comme la grâce qui tombe du ciel quand on est religieux, qui permet de trouver des solutions auxquelles on n'a jamais pu penser, parce qu'il est capable de conjoindre. La conjonction, c'est un terme alchimique. Les alchimistes cherchaient à comprendre comment on mettait ensemble des éléments, on mettait dans un chaudron des choses et puis on regardait la conjonction qui se faisait. C'est la réaction chimique. Et bien, c'est la même réaction chimique qui se fait à l'intérieur de la psyché. C'est pour ça que Jung s'est tellement intéressé à l'alchimie, parce qu'il essayait de comprendre les lois de ce processus d'individuation et les lois du développement de devenir soi, à travers ce que les alchimistes avaient pu en penser. Le soi est l'organisateur et le but du processus d'individuation. Il est à la fois le cercle dans lequel tout se conjoint et le centre de ce cercle. Il a pour fonction d'organiser l'ensemble que nous sommes d'une manière. Alors, il a la fonction de l'organisation, parce que chaque archétype va pousser à développer un complexe. Et puis après, chacun tire la couverture à soi à l'intérieur de l'inconscient. Donc, il est chargé d'essayer de trouver une manière que tout ça fonctionne dans une coopération. Un peu comme un pays, là, en ce moment on est à moitié dans la guerre civile, là, les choses sont bien scindées et le président prétend qu'il va pouvoir faire une coopération de tout ça, mais il n'a pas vraiment l'image de comment il va y arriver. Il nous a bien dit qu'il allait faire en même temps, ce qui est effectivement ce qu'on entend, conciliation, mais il ne sait pas trop comment il va concilier en même temps, mais il cherche. Enfin, on peut l'espérer. On ne sait pas, mais en tous les cas, collectivement, on essaye de faire en même temps. Mais là, c'est à l'intérieur de la psyché. J'en donne pour les introvertis, j'en donne pour les extravertis. Qui comprendront peut-être mieux le en même temps, qui est trop concrétiste, parce que ça ne peut pas se faire sur un niveau aussi concrétiste. Mais c'est une recherche d'un nouveau en même temps, d'une nouvelle façon de coopérer ensemble dans un pays. On peut espérer, en ce moment, c'est plutôt la patouille, comme ce que Jung a. Mais on ne peut pas éviter la patouille, ni collectivement, ni à l'intérieur. Ça fait partie du processus d'individuation. Voilà, donc l'archétype, c'est une totalité, un processus d'union des opposés, un processus de conjonction, un centre, un processus de centration, une notion d'ordre psychique, ça connaît les lois psychiques, qui nous donnent notre intégrité,
et qui est la base d'une éthique individuelle, ce qui est autre chose que la morale. Voilà, c'est un principe d'unité et de cohésion. Alors les images, le soi, j'ai oublié de le dire, est un archétype, d'accord. Alors je crois que vous avez eu une conférence sur l'archétype, donc je vais surfer très vite pour ne pas vous dire ce que c'est que l'archétype, parce que sinon alors on passe l'année ensemble, là. Bon, l'archétype, c'est quelque chose d'inné, c'est une forme fondamentale, sans contenu, d'accord. Le plus proche, c'est ce qu'on appelle les compétences de l'enfant, c'est-à-dire de plus en plus, ceux qui travaillent avec les nouveau-nés ont vu que les enfants, en fait, ont déjà un sens inné de ce que c'est qu'une mère avant de rencontrer sa mère, et c'est lui qui donne à la mère ses compétences, c'est lui qui crée sa mère, c'est lui qui donne à la mère la possibilité d'être mère. Et ça, c'est l'archétype. Voilà, c'est ces formes fondamentales, innées, collectives, que tout le monde partage et qui semblent être un héritage humain qui font partie de l'inconscient collectif. Et donc, le processus d'individuation est archétypique et le soi est un archétype. Les images, alors il n'y a pas d'image de l'archétype, puisque c'est sans images, c'est sans contenu, et puis il y a des représentations archétypiques. Alors l'image de l'arbre, l'image du soleil, le soleil autour duquel la terre tourne, c'est le soi, l'enfant divin, qui est une naissance de ce on est en train de devenir, et Dieu, en tant que grand organisateur de l'univers, grand organisateur du psychisme aussi, est une image, pour Jung, est une image interne, intrapsychique du soi. C'est pas externe, mais c'est externe au moi, et à l'inconscient personnel. Mais c'est universel, c'est inné, c'est religieux, c'est tout ce que vous voulez, mais pour lui c'est interne. Voilà. J'ai fait du mieux que j'ai pu pour vous définir le soi et l'individuation, le rendre aussi clair que possible. Je vous rappelle que c'est toute l'œuvre de Jung. Donc on pourrait y passer, et peut-être on y passera encore, et à nouveau du temps. Mais ce que je vais faire maintenant, c'est de prendre les types psychologiques. Ce que j'ai fait, c'est de reprendre la lecture des types psychologiques, des 500 pages, pour vous, à la recherche, je l'avais déjà fait à l'époque, mais c'est passionnant, hein, à la recherche de cette recherche de Jung, du soi et de l'individuation, à travers son questionnement sur les types. C'est un très gros livre. J'espère que vous l'avez déjà eu en main, et si vous l'avez déjà eu en main, vous savez à quel point il est totalement abscon pour une grande partie, et vous avez sans doute dit, bof, ça j'y arrive pas, sauf quand même. Le chapitre 10 et le chapitre 11, le chapitre 10, alors pour moi, il y perd beaucoup, parce qu'il a essayé de vraiment définir l'introversion, l'extraversion, les types comme ci, les types comme ça. Alors celui-là, c'est quand même, si vous travaillez avec la typologie jungienne, c'est inacceptable de ne pas le lire. Ça, franchement, surtout qu'il est clair, vraiment. Le chapitre 11, c'est des définitions, vous pouvez les prendre de temps en temps, ça c'est autre chose. Ça, vous pouvez les prendre. Le reste du livre, je vais essayer de faire un tâtonnement avec vous, mais au moins vous expliquer pourquoi il est si abscon et qu'est-ce qu'il cherche à faire là-dedans. Parce que le chapitre 10 et 11 il est très clair, mais il y perd quelque chose qu'il est. D'ailleurs, ce qui m'a frappé, c'est qu'il ne fait pas une conclusion, il fait un épilogue. Il n'a jamais pu conclure son livre. Et je comprends pourquoi, parce que moi qui essaye de tirer ce qu'il essaye de dire, je ne pourrais pas conclure non plus. Parce que la conclusion, c'est qu'il faut lire le reste de Jung pour vraiment conclure ce qu'il cherche à dire. Donc il ne conclut pas, il fait quand même, il fait œuvre d'une extraordinaire clarté sur la typologie dans le chapitre 10 et 11, et puis en quoi il parle du soi et de l'individuation, et en quoi c'est ça qui le tient dans ce texte, et bien c'est tous les autres chapitres. Voilà. Alors, ce qui rend très difficile la lecture, c'est la méthode qu'il utilise, qui est une méthode qu'il utilise très souvent, qu'il appelle la méthode historique. Il cherche
les témoignages dans l'histoire de l'esprit humain de tous ceux qui ont parlé de ce dont il essaye de parler. D'accord ? Alors là, il va prendre la typologie depuis l'Antiquité jusqu'à ces jours. D'accord ? Donc, les grands-pères, les pères de l'Église chrétienne, de l'Antiquité d'abord, puis de la chrétienté. Ça, c'est chapitre 1. Puis, il va prendre des poètes, des philosophes, allemands pour la plupart. Bon, il y a de quoi faire, hein. Bon. Qui connaît par cœur. Hein. C'est, bon, voilà. Bon. Tous les Allemands de l'époque connaissaient par cœur, mais lui, il le lit, il le relit, il l'étudie, puis il fait de l'étude. Voilà. Il va prendre aussi les religions hindoues, la philosophie chinoise, les Tibétains, et vous allez voir, hein, il y va, tout ça pour sa recherche. Et ce qu'il essaye de faire, c'est de dégager justement les types, des types, mais alors archétypiques, qu'on retrouve d'une pensée à une autre. Et donc ça prend différentes formes, et c'est placé différemment selon l'époque, mais c'est la même, dit-il, c'est les mêmes fondements psychologiques. Donc il va chercher, à propos de la typologie, où on peut trouver l'introversion, l'extraversion d'un penseur à un autre, et il va chercher à la fois à définir les traits et les fonctions et les mécanismes fondamentaux, d'accord, que vous connaissez vous par cœur, et là moi je ne vous en parle pas parce que j'ai présupposé que vous les connaissez, et je pense que... C'est quoi ça ? Ah, c'est un projecteur, c'est pas, on n'est pas en train de me dire que bon, d'accord. Qu'il y a une désagrégation du matériel, là. Voilà. Et puis, d'un bout à l'autre du texte aussi, mais vraiment d'un bout à l'autre du texte, il cherche pas seulement à définir les traits fondamentaux qu'on peut retrouver, mais aussi leurs relations ou interrelations, les moments où ils sont en relation, les moments où ils ne le sont pas, les coordinations ou les non-coordinations, autrement dit, la question de la conciliation de tous ces traits de caractère, qui est au fondement d'une compréhension de ce qu'il essaye de dire à propos des types psychologiques. En tous les cas, dans ce texte-là, c'est à propos des types. Après, il va dire la même chose à propos d'autres choses. Là, ici, c'est l'introversion et l'extraversion. Dans la psychologie du transfert, où il parle de la même chose, mais là, sur des textes alchimiques, c'est l'exogamie et l'endogamie. Bon, mais on est dans la même problématique de l'autre, moi, intérieur, extérieur, voilà. Bien. Alors, prenons d'abord le premier chapitre. Le premier chapitre, je vais le faire assez court, je peux y arriver. Le deuxième chapitre, c'est obligatoirement plus long. J'ai quoi, jusqu'à 8h30 à peu près ? Ouais, ça va, j'ai le temps. Parce que c'est un peu copieux. Hein. Alors, premier chapitre, je vous l'ai dit, il s'attaque, mais vraiment en les lisant en détail, aux querelles religieuses de l'Église chrétienne de l'Antiquité et du Moyen-Âge, les pères de l'Église. Alors, les querelles religieuses de l'époque, c'était, c'était avec passion. Hein. Et il montre comment celui-là, il est plutôt introverti, celui-là, il est visiblement extraverti. Et au milieu, il définit l'introversion et l'extraversion. Puis celui-là, il est plutôt une fonction pensée. Puis celui-là, il est plutôt une fonction... Alors hop, on parle de la pensée, et d'un bout à l'autre, il fait ça. Et il montre et il dit combien les controverses prennent des formes différentes de l'Antiquité au Moyen-Âge, mais, là je cite, « Mais attendez, j'ai totalement oublié son introduction d'abord. Excusez-moi, on revient en arrière parce que c'est fondamental. Je sautais au premier chapitre, mais non, il faut que je vous dise son introduction d'abord. Dans l'introduction, en effet, il définit d'emblée deux attitudes, principalement l'introversion et l'extraversion, il parle assez peu des quatre fonctions, là, et d'emblée aussi la dynamique de la compensation. Ça, vous devez connaître, parce qu'en principe, on ne peut pas parler des types psychologiques sans parler de la dynamique de la compensation. Je pense que ça, c'est quelque chose qui vous est, j'espère, enfin, je pense familier, mais vous allez voir ce qu'il veut dire. Pour lui, la compensation, c'est littéralement un besoin biologique
qui a pour but de préserver l'équilibre psychique, l'équilibre de l'ensemble. Mais il va en parler d'un bout à l'autre, donc je reprendrai ce que c'est que la compensation, parce que c'est un système, normalement, dans la pensée de Jung, vous avez le conscient et une position du conscient, et l'inconscient a pour fonction de compenser le conscient. Donc quand le conscient est trop coincé dans sa façon de voir les choses, trop unilatéral, alors émerge de l'inconscient la position compensatoire, qui vient tout bousculer si le conscient se refuse à aller voir ce qui se passe dans l'inconscient. Donc c'est ça le système de la compensation, et vous voyez bien le lien entre cette pensée sur l'équilibre psychique et la compensation, et cette pensée sur l'individuation et le soi. Dans son introduction, Jung utilise une métaphore qu'il emprunte à Goethe, et que j'aime beaucoup, donc je vais vous utiliser cette image, parce qu'elle me paraît dire, dès l'introduction, à la fois les opposés, que sont l'introversion et l'extraversion, et la fonction par laquelle et en laquelle la fonction qui organise l'alternance, normalement, de l'introversion et de l'extraversion, et qui organise, l'ensemble. La métaphore qu'il emprunte à Goethe qui parle de ce mouvement alternatif dans le psychisme, dans l'homme en tous les cas, parce que Goethe n'a pas de notion de psychisme, c'est celle des deux mouvements dans le cœur, de la diastole et de la systole. Et là je le cite. Ces deux attitudes contraires ne sont d'abord que des mécanismes opposés. Il a déjà défini l'introversion et l'extraversion. Sortie diastolique vers l'objet qu'on accapare, ça c'est l'extraversion, concentration systolique où l'énergie se détache des objets saisis. Tout homme possède les deux mécanismes comme expression de son rythme vital naturel, et ce n'est sans doute pas par hasard que Goethe les désigne par les termes physiologiques de l'activité du cœur. L'alternance rythmique des deux formes d'activité psychique doit correspondre au cours normal de la vie. Donc il pose dans son introduction d'emblée cette idée qu'on a l'alternance des deux rythmes et que ceci est le centre et le cœur de la vie psychique qui doit se faire et correspondre au cours ou au décours ou à l'écoulement normal de la vie et en particulier de la vie psychique. Ça aurait été dommage que je ne vous donne pas cette image merveilleuse de Goethe repris par Jung. Donc je reviens à mon premier chapitre, après ça. Alors ce qu'il va faire après ces premiers chapitres, deuxième chapitre, il prend tous les penseurs et il déploie le tout. Dans le premier chapitre, c'est donc les querelles religieuses de l'Église chrétienne de l'Antiquité et au Moyen-Âge. Et il montre comment chacun est ancré dans la certitude que Dieu c'est bien ça et que non c'est pas ça, mais non c'est plutôt qu'alors l'introverti va vous expliquer que Dieu il est il est au fond, et puis l'autre que c'est l'important c'est la communauté humaine, mais ils sont tous dans des querelles mais alors des trucs extrêmement compliqués théologiques profondes, et Jung rentre dans les détails de la querelle théologique, je vous en fais grâce. Nous, on est très très loin. Et il dit, finalement, il y a deux formes de pensée, l'introduction et l'extraversion, qu'on retrouve de l'un à l'autre. Et dans ces querelles, chacun a une position extrême. Et cette position extrême, chacune est injuste. Il montre comment, en fait, dans la querelle, chacun, tout père de l'Église qui sont, essaye d'écraser l'autre. Et il n'y a pas, nous explique-t-il. Alors, l'avantage, c'est que les attitudes contraires sont bien posées, bien différenciées, et que ça permet de mettre en relief les traits qui appartiennent à l'essence des types introvertis et extravertis. D'accord ? Et ça, il nous le dit clairement. Mais le problème, alors là, je le cite, le problème des deux forces de jugement reste sans solution, parce qu'il n'y a pas de
tertium non datum, parce qu'il parle évidemment latin, mais je vous le traduis, tout tiers est exclu. Mais parce que c'est aussi ce que disaient les théologiens de l'époque. C'est pour ça qu'il va chercher le latin. Tout tiers est exclu, il n'y a pas de tiers, il n'y a pas de conciliation. Donc on est au premier chapitre, on est dans... Alors ce qu'il vous montre, c'est une situation d'une querelle entre deux hommes, mais vous avez la même chose à l'intérieur de l'être humain. Quand l'introversion et l'extraversion ne se causent pas, qu'il y a un schisme et qu'il n'y a pas de tiers. Et la question qui se pose, évidemment, c'est comment on va concilier et aider ce pauvre être humain déchiré en deux, et dans la dissociation, qu'est-ce qui va permettre d'arriver à une conciliation. Alors il nous dit, à la fin de ce premier chapitre, il va quand même chercher deux philosophes qui ont essayé. Aristote, alors, Platon, lui, c'est un introverti total, ça c'est évident, et puis il avait en face des extravertis que nous on ne connaît plus, mais qui sont des cyniques, des réalistes, donc qui sont dans le monde, qui ne sont pas d'accord que l'idée ou la vraie réalité, elle est uniquement hors de la caverne, eux ils sont dans la caverne et ça c'est la réalité, c'est pour Platon. Et Aristote, lui, il essaye un réalisme mitigé où il nous explique que forme et matière existent simultanément. Mais nous dit Jung, c'est pas une solution parce que c'est trop concrétiste. Mais au moins il essaye. Et puis il y a Kant. Kant qui part dans des tas de choses sur ce que c'est Dieu, philosophiquement, et qui essaye une position intermédiaire entre l'introversion et l'extraversion. Mais nous dit Jung, le problème c'est que c'est génial, il a vraiment été dans une démonstration philosophique grandiose, nous dit même Jung, mais ça n'inclut pas la question psychologique. Or, la conciliation ne peut se faire qu'au niveau de la psyché et en la psyché de l'homme. C'est un processus psychique et symbolique, donc pas concrétiste et psychique, qui permet la conciliation. Je vous épargne tout ce que dit Kant, qui est pourtant absolument génial. Mais il part dans tous les détails, et c'est vraiment... Il y a des choses, moi je l'ai relu, c'est étonnant. Deuxième chapitre, et je vais y passer un peu plus de temps, parce que justement c'est là qu'il affronte la question de cette conciliation qui lui tient tellement à cœur. Dans ce deuxième chapitre, Jung poursuit son exploration en s'appuyant sur les idées de Schiller, qui est un poète très connu, sur le problème des types, un poète allemand très connu sur le problème des types. Il est un poète, ce Schiller, mais il est aussi un penseur qui s'est questionné et a écrit sur les types et sur les tendances typiques. Ce que n'ont pas évidemment fait les pères de l'Église. Les pères de l'Église, Jung les regarde et dit, vous voyez bien que cette position-là, elle est l'introverti. Vous voyez bien, là, il est plutôt pensée, puis celui-là, il est plutôt intuition. Mais eux, ils se posaient pas ce genre de questions. Ce qui leur importait, c'était qui était Dieu et quel genre de dogme on devait faire, enfin, et comment on pouvait assurer la foi. Bon. Mais par contre, avec Schiller, il se pose la question des types. Et nous dit Jung, il est le premier à avoir tenté une distinction consciente entre les deux types d'attitudes et en avoir donné une description détaillée. Schiller décrit les deux mécanismes. Alors, il y a Schiller et il y a aussi Goethe. Et Jung s'appuie plus sur les idées de Schiller, il les développe plus, mais il passe son temps aussi à comparer avec Goethe parce que Schiller est plutôt introverti et Goethe est plutôt extraverti, et il dit c'est toujours très important quand vous prenez un penseur de regarder quelle est sa typologie, parce qu'évidemment ça oriente sa façon de regarder les choses. Donc ça lui importe toujours de dire on va le regarder comme ça du point de vue de l'introversion, on va le regarder comme ça si on est plus de type comme ci et comme ça, et donc il faut tous les regarder pour arriver à dégager l'essence de tout ça. C'est pour ça que, voilà, mais Goethe, j'ai laissé tomber, reste avec Schiller. Alors évidemment, j'ai laissé tomber Goethe, qui est plus extraverti, parce que je suis plutôt introverti, mais comme Jung est plutôt introverti, il a aussi laissé tomber Goethe. Donc, il est plutôt dans Schiller. Ben oui, mais c'est la réalité des choses, vous compreniez mieux les choses de votre point de vue. Je fais de mon mieux, mais voilà. Donc, Schiller décrit les deux mécanismes de l'introversion et de l'extraversion, et de plus, et c'est ça qui a aussi beaucoup intéressé
Jung, c'est qu'il cherche, et là je cite Jung, à découvrir comment les concilier. Et ça c'est le terme, c'est pas moi qui le mis. Hein. La question de la conciliation des opposés est évidemment celle du soi et de l'individuation, et l'individuation est chemin de conciliation, le soi est médiateur, parfois appelé sauveur ou rédempteur. Donc, le Christ est une image du soi pour Jung, en tant que rédempteur, Bouddha est une en tant que rédempteur, etc., etc. Tout fondateur de nouvelles religions est une nouvelle image du soi. Sauveur et rédempteur de quoi? De la perte de soi, de la perte de sentiment de son existence, de la perte de sens, de la perte de son intégrité, du sentiment d'étrangeté, de se sentir étranger à soi-même, d'un conflit interne qui est tel que je ne sais plus où je suis, de la patouille dont j'ai parlé tout à l'heure. J'essaye de mettre des mots qui vont évoquer quelque chose pour vous, mais les gens qui viennent vous voir, ils vont arriver dans ces états-là, hein, plus ou moins, mais et vous demandez quelque chose autour de ça. Alors vous n'allez pas pouvoir résoudre le problème, hein, c'est évident, pas en 3 séances à partir d'un truc où on vous dit voilà, mais cette orientation, vous devez la garder en tête quand même, et ça va changer votre pratique. Je ne sais pas trop comment, mais vous savez peut-être déjà de quoi je parle d'ailleurs, de cette espèce de façon d'essayer de tenir le tout là, sans leur donner un truc tellement ponctuel que ça servira pas à grand chose. C'est pas un truc, c'est pas un truc les types. C'est pas t'es un type comme ci ou t'es un type comme ça. On s'en fiche un peu. Voilà, c'est pas la question. Ça peut aider à ce qu'on comprenne, et puis ça peut aider à comprendre pourquoi je comprends rien à ma femme ou combien je comprends rien à mon gosse. Mais enfin, il faut aller un peu au-delà, quoi. Voilà. Schiller exprime clairement la souffrance de l'être divisé que Jung connaît si bien. Il le connaît depuis sa petite enfance et il l'a particulièrement vécu dans sa crise. Et Schiller écrit que la séparation, on pourrait dire la désunion ou la dissociation ou le clivage, la séparation de l'homme en l'homme des deux mécanismes, de l'introversion et de l'extraversion, est une blessure. Il parle de la désagrégation, de l'harmonieuse collaboration des forces spirituelles. Et il pense, et là je cite, que c'est la civilisation qui inflige cette blessure. Et en effet, psychologiquement, c'est le développement psychique qui inflige cette blessure. C'est la nécessaire différenciation pour le développement psychique qui inflige la blessure. En effet, au début, à l'origine, tout est un, tout est uni, mais tout est confondu. C'est la fusion primaire. Et c'est la différenciation qui fait exploser cette fusion primaire. Sauf que dans cette fusion primaire, il y a aussi un sentiment d'unité, un sentiment d'être au chaud, mais aussi d'être unité, même si on n'en a aucune conscience de cette unité. Mais on garde une nostalgie de cette unité primaire. Pas nécessairement parce qu'on veut la fusion, mais parce qu'on cherche une union. Alors, on a tendance à retourner dans la fusion, ce qui n'est pas une bonne idée, parce que c'est un retour en arrière, mais on fait ce qu'on peut, hein, avec cette nostalgie-là. Mais c'est aussi parfois une manière de chercher un nous, parce que être tout le temps moi, ça marche pas non plus. Mais comment on va faire un nous qui va conjoindre les deux moi, c'est pas... Non. C'est comme ça au quotidien, n'est-ce pas? Le moi qui se dégage dans la différenciation, en général, il y a aussi une tendance et des fonctions qui se dégagent de la différenciation. Et le moi s'identifie à ces fonctions. Donc les fonctions de prédilection sont des fonctions qui sont reliées au moi. Ou moi, je suis comme ça. Et si je ne suis pas comme ça, je ne me sens pas tout à fait moi, je ne suis pas très à l'aise. Et ce développement de ces fonctions, ça fait que ces orientations, qui sont l'introversion ou l'extraversion, et les fonctions qui se développent, deviennent des outils extrêmement élaborés, pleines de finesse, pendant que les autres orientations, qu'on n'a pas développées, et les autres fonctions restent indifférenciées dans l'inconscient. Ainsi se constitue ce que Schiller appelle la fonction supérieure
et la fonction inférieure. Ce sont des termes que vous connaissez parce que Jung les emploie, il les a pris à Schiller. Donc, fonction supérieure, qu'il appelle aussi fonction dominante, c'est la dominante du conscient aussi, et fonction inférieure. Il appelle aussi ça les fonctions de prédilection. L'attitude de prédilection se constitue dans une adaptation de l'enfant à son premier milieu, à ses parents, aux circonstances de son enfance, mais aussi par d'une orientation naturelle. Les deux confondus dans quelque chose qui finit par être l'attitude de prédilection. Alors le terme attitude est aussi extrêmement important. Je pense que c'est un terme, moi j'ai présupposé que vous connaissiez, parce que c'est un terme absolument fondamental pour la compréhension des types psychologiques. C'est une attitude interne, c'est vraiment une posture. Et donc là, c'est l'attitude du conscient dont on parle. Mais on peut parler d'attitude de l'inconscient. Donc c'est des attitudes internes. L'homme est d'abord identifié à sa fonction supérieure, et elle fait partie de sa définition de moi. Moi, je suis ça. Mais les circonstances intérieures et extérieures changent, et l'attitude de prédilection ne permet pas l'adaptation aux circonstances nouvelles. Si bien que l'attitude de prédilection, l'attitude dominante, limite la capacité d'adaptation de la personne, la maintient dans une forme très unilatérale de regarder les choses, et quelque chose va commencer à se développer dans l'inconscient en compensation. Alors, il va y avoir une insatisfaction, parce que de toute façon, vous n'arrivez pas à vous adapter, ou la personne n'arrive pas à s'adapter aux nouvelles circonstances, et puis il y a une insatisfaction intérieure, et la compensation qui commence à œuvrer augmente le déséquilibre, commence à faire sentir un sentiment de malaise. Jusque-là, la personne se sentait assez cohérente avec elle-même. Elle faisait parfois un peu braire les autres parce qu'elle voyait rien, mais elle était et puis au moins, moi, je sais ce que je pense, quoi. Puis je sais qui je suis, puis j'ai une cohérente, peut-être même fascinante, tellement elle est cohérente. Puis là, je sais plus très bien ce que je pense, je sais plus très bien ce que je suis, et puis il m'arrive des trucs bizarres, et puis j'en veux pas de ce truc-là, parce que je veux te garder ma cohérence, sauf que ça va pas marcher, et que il va bien falloir faire quelque chose avec ce truc-là. Alors, soit je réprime complètement, je tombe malade éventuellement parce que ce machin-là, ça va demander à venir, mais voilà. Soit je vais en psychothérapie, soit j'essaye ce que je peux, je fais ce que je peux, soit j'ai les moyens, parfois c'est par la voie religieuse, je fais ce que je peux, mais la grosse question c'est comment on va retrouver une cohérence, rétablir un équilibre, et quel équilibre, quelle cohérence, et par quelle voie on va la trouver. Telle est la question que Jung se pose, Schiller aussi. Alors, Schiller d'abord, et Jung avec Schiller. Schiller parle de rétablir la totalité des forces. Alors, vous avez le terme totalité. C'est-à-dire retrouver un vécu de totalité et d'union interne. Parce qu'il vit une scission interne. Pour supprimer la scission intérieure, et rétablir la totalité des forces, il faut, nous disent Schiller et Jung, donner à ce qui n'a pas été développé, en l'occurrence là, les fonctions inférieures et l'orientation inférieure, une possibilité de vie, leur donner réellement, pas juste faire semblant parce qu'il faut bien faire avec, mais accepter que ça existe, que ça fait partie, non pas de moi mais de soi, enfin, en général on dit ça fait partie de moi, Pour le moment, ça ne fait pas partie de moi, le moi, pas du tout ce sentiment-là. Mais il faut réellement accepter de donner une place à ces fonctions inférieures, les considérer, les écouter. Et, nous dit Jung, il va falloir s'expliquer, pour ainsi dire, avec la fonction inférieure. S'expliquer, c'est-à-dire se confronter. Parce qu'on ne va pas pouvoir imposer, à coup de volonté, une unité idéale, conçue par le conscient. Ça va juste pas marcher. Il va falloir donner à la volonté du moi une autre base que celle de c'est moi qui sais, je comprends. Non, ça va juste pas marcher. La nouvelle forme d'unité va émerger du heurt des opposés entre l'inférieur et le supérieur, entre le moi et l'inconscient.
Il y a un livre de 1928 de Jung qui s'appelle La dialectique du moi et de l'inconscient, qui cause de ce machin-là. Voilà. Comment on peut faire la dialectique, comment on peut faire pour que ça n'explose pas, voilà. Il dit l'acceptation des fonctions refoulées, écrit Jung, c'est la guerre civile intime, le déchaînement des opposés. Et il sait de quoi il parle, il en sort. D'accord ? 1921, il en sort du déchaînement. C'est pour ça que je vous ai parlé de sa crise. Parce que voilà, c'est comme ça qu'il la comprend. Le moi combat, se défend, cherche à maintenir sa définition de moi, ses valeurs, son identité, se sent menacé. Et c'est important qu'il combatte et qu'il garde son bout de gras. Et il dit, pour celui qui s'identifie à son unique fonction différenciée, accepter la prise en compte de l'inconscient, de l'inférieur, c'est une chute vers un état, certes d'équilibre, mais à ses yeux de moindre valeur que celui du début. Et ceci d'autant plus que les fonctions inférieures sont indifférenciées, non développées, dans un état archaïque. Elles font irruption de l'inconscient de façon, et là je cite, indomptée, démesurée, disproportionnée. Elles ont une drôle de tête. Bon, c'est le Dr. Hyde, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Alors, Mr. Hyde, il viole, il tue, dans un passage à l'acte. On ne peut pas le laisser dans cet état pour intégrer. On ne va pas pouvoir intégrer ça. Mais enfin, il va bien falloir que le Dr. Jekyll accepte de changer sa position de moi victorien du 19e siècle, bien propre sur lui, et accepte quelque chose du sens et de la valeur qui émerge dans ce Mr. Hyde, qui a quand même une drôle de gueule. Hein. Mais bon, c'est un peu insensé, c'est totalement disproportionné, ça vient de l'inconscient, mais il y a quelque chose là, et on ne peut pas faire sans, et il va falloir s'expliquer avec. Le moi doit tenir, et accepter en même temps de donner la parole, comme dirait Jung, à ses forces inconscientes. Et dans cette explication avec les forces inconscientes qui émergent, avec les fonctions inférieures, il n'y aura pas de compromis rationnel. Ce n'est pas le moi qui va trouver la solution, ce n'est pas le conscient. Jung écrit, il faut trouver un moyen qui ne soit pas simplement un compromis rationnel, mais un état, un processus totalement conforme à l'être vivant. Tout ça, c'est dans les types. Hein. Je ne vous raconte pas ailleurs. Je ne prie que dans les types, les citations de Jung. Et il cite un prophète. Allons-y, pas seulement Schiller. Le prophète, je ne sais plus de quelle religion c'était. Un sentier, une voie sacrée, une route directe telle que les insensés ne s'y trompent pas. Alors, les insensés, vous pouvez entendre les simples d'esprit, vous savez, ceux qui peuvent arriver au royaume de Dieu. Donc, quelles que soient les religions, d'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose que vous entendez. Alors, oui, les insensés, les simples d'esprit, voilà, c'est pas la même chose que les fous complets. C'est des simples d'esprit, dit-il, qui acceptent, et là je le cite, les voies de la transformation. Les voies de la transformation, c'est le processus d'individuation qui se fait dans ce conflit entre les tendances opposées. Et il y a ce truc qui serpente entre les deux et qui petit à petit arrive à, de ça émerge la conciliation possible. Mais pour qu'il y ait conciliation, il va falloir qu'il y ait transformation de l'attitude du moi, transformation des fonctions inférieures, il faut qu'elles se développent, il ne faut pas qu'elles restent dans cet état. Hein. Elle s'éduque un petit peu, qu'elle se développe, qu'elle prenne d'autres formes, mais c'est la transformation des formes. Hein. Et transformation de l'ensemble de l'organisation psychique. Vaste programme, hein, c'est l'histoire d'une vie, donc on n'en a jamais fini avec. Hein, ça va, ça vient, voilà. Et Jung d'écrire, il y a quelque chose entre les contraires, toujours dans les types, hein, toujours dans le 2e chapitre. Et là, c'est un noyau individuel qui peut être tantôt sujet, tantôt objet des forces opposées, mais qui en reste toujours séparé. C'est-à-dire que vous avez les opposés et puis vous avez un noyau individuel, observateur, qui est toujours séparé. Il dit c'est un spiritus fantasticus. Je traduis un esprit générateur de fantasmes, hein, générateur de symboles. C'est la base de la création symbolique qui permet la transformation psychique
à la base duquel on va arriver à trouver la conciliation. Vous arrivez à me suivre? Je ne vous ai pas perdu en cours de route? Ça va à peu près? Je fais ce que je peux. Hein. Je vous fais une lecture aussi proche de ce chapitre 2 et aussi compréhensible que je peux. On va retomber sur nos pieds, ne vous inquiétez pas. Donc, ce centre qu'est le soi, ce tiers qu'il cherche, ce quelque chose entre les contraires, cet esprit générateur de fantasmes, est à l'origine de l'imagination créatrice, dont il parle abondamment aussi dans ce chapitre, et cet esprit unit en lui les opposés. Donc c'est un esprit unificateur qui va permettre enfin que la guerre civile se termine, mais se termine sur une nouvelle, c'est une révolution, mais on n'aboutira pas au même gouvernement général. Hein. Il va bien falloir tuer le roi, et puis il y a autre chose qui va arriver. L'ancien roi ne fonctionne plus au niveau psychique, et autre chose va arriver, et au milieu, on ne peut pas éviter la révolution et tout le foisonnement de choses qui arrivent au milieu. Alors, il va, dans ce chapitre, passer beaucoup de temps aussi à montrer le processus par lequel tout ça arrive, processus du soi, de sa réalisation. Et il s'appuie sur les idées de Schiller. Il dit il y a un instinct de jeu. Ça, c'est Schiller. Alors, Schiller, c'est ce qu'il sent quand il est dans la poésie, où il faut laisser quelque chose jouer pour qu'il y ait une poésie. Et la poésie est particulièrement capable de trouver des symboles d'union. C'est ça qui nous touche tellement dans la poésie. C'est que c'est particulièrement capable de nous faire comprendre des choses que le moi a parfois du mal à mettre ensemble. Et il y a l'instinct de jeu, et Jung dit d'accord, mais c'est un instinct extrêmement sérieux. Oui, c'est un jeu, et il faut laisser les choses se jouer, et il faut aussi jouer avec, mais en fait, le moi, ou la nouvelle attitude du moi, qui va émerger de tout ce jeu et de tout ce heurt, c'est un moi qui va trouver un point d'appui où se tenir, où il n'est plus identifié à l'un des opposés. Il n'est plus ni introverti, ni extraverti. Il n'est plus dans une fonction pensée ou l'autre. Il regarde, il observe. Alors, c'est vraiment la position proposée par toutes les religions orientales, mais c'est aussi la position de prière. Alors, il s'en va, dans la fin du chapitre 2, sur une exploration de cette position de l'Orient, la tradition hindoue, le yoga, et il parle du Tao. Et il s'agit, là je cite, d'établir un état intermédiaire d'où jaillissent les facteurs créateurs et salvateurs. Il cite Lao Tzu, parlant du Tao, chapitre 2 des types psychologiques. Le Tao, c'est la voie directe, le gouvernement selon la loi, la voie moyenne entre les opposés, dont elle est libérée et qu'elle unit pourtant en soi. Le sens de la vie est de suivre cette voie du milieu et de ne jamais se perdre dans les opposés. La solution à la déchirure intime, nous dit Jung, est spirituelle, et l'état qui peut y aider est un état de recueillement intérieur. Il propose d'arriver à un état de recueillement, c'est-à-dire une attitude du moi qui devient observateur sans jugement. C'est la fameuse neutralité analytique, c'est pas autre chose. La neutralité analytique, c'est ça. C'est essayer de ne pas se faire embarquer par mon inconscient et par celui de l'autre, et me tenir à un endroit où je peux quand même donner la parole à l'inconscient. Mais je dois me tenir, il y a un moi qui doit se tenir. Mais dans quelque chose où je dirige pas grand-chose. Voilà, donc c'est la fameuse neutralité. Il observe, c'est l'observateur, il prend au sérieux. On considère, dit Jung, et ce mot considération est très central pour Jung, c'est-à-dire que quand on considère, pour lui c'est le fondement de l'attitude religieuse, on a l'hypothèse fondamentale que ce qui émerge et qui paraît complètement insensé, complètement indompté, complètement inorganisé, est porteur de sens et de valeur.
et que c'est parce que je peux me tenir dans cette observation que le processus de transformation va pouvoir se faire et que je vais arriver à une forme de conjonction qui sera bien évidemment toujours remis en cause par la suite parce qu'on n'en a jamais fini et qu'il y a toujours plus de soi à comprendre, ou si on reste avec les types, d'autres formes de l'introversion, d'autres formes de l'extraversion, d'autres compréhensions des 4 fonctions qui vont apparaître. Alors chacun va retrouver une forme d'équilibre, on est très content, ouf, je me retrouve, sauf que je vais me reperdre pas tout de suite, hein. La vie c'est fait de... Voilà. Mais c'est comme ça. On n'en a jamais fini avec l'inconscient, mais par contre, on en a fini avec un travail analytique ou un travail de psychothérapie où on travaille sur soi, le jour où on a quand même construit en soi une attitude qui permettra de faire face aux changements nécessaires, aux transformations futures, parce qu'il y aura d'autres circonstances intérieures et extérieures. La seule chose que je connais, que je sais faire, pour moi-même, c'est toujours plus difficile. Pour les autres, quand je suis dans ma position d'analyse, c'est de me tenir dans cette place où, sans jugement, j'écoute. Je participe aussi parce que mon inconscient, il est pris dedans. Hein, c'est pas un truc théorique. Hein, mais en même temps, je me tiens autant que je peux dans une attitude où j'aide l'autre à écouter soi-même et je l'écoute moi-même et je l'écoute à l'intérieur de moi dans ce qui émerge à l'intérieur de moi. C'est ça, normalement, une position entre guillemets neutre. Et c'est celle que propose ce qu'il appelle l'attitude de recueillement. Ça va ? Je retombe à peu près sur mes pieds sur le chapitre 2. Jung poursuit son interrogation. Dans le chapitre 3, il explore la typologie en s'appuyant sur les idées de Nietzsche. Vous inquiétez pas, je ne vais pas vous en parler. Qu'est-ce qu'il y a ? Je n'ai pas entendu. Il y a 11 chapitres. Mais vous inquiétez pas, je n'ai pris vraiment à fond que le 2 et le 5. Et encore le 5, vous voyez bien, je n'ai plus que 10 minutes, donc il va falloir aller vite. Puis de toute façon, j'irai pas. Je vous ai dit l'essentiel là, enfin vous entendez bien que je vous ai dit l'essentiel. Sauf qu'il y a encore quelque chose d'essentiel dans le chapitre 5 que je tiens à vous dire. Chapitre 3, c'est Nietzsche. Il y a plein de choses géniales, mais voilà. Chapitre 4, c'est un certain Jordan. Voilà. Chapitre 5, il s'appuie sur de la poésie, et en particulier sur un poète qui s'appelle Spitteler, dont je n'avais jamais entendu parler avant Jung, mais qui était peut-être connu à son époque. Et il va comparer à nouveau Spitteler et Goethe. Spitteler, évidemment, est plus introverti, Goethe est plus extraverti, ça recommence, et il s'appuie plus sur Spitteler que sur Goethe. Comment ? Il n'a que Goethe comme modèle d'extraversion ou... Non, pas du tout, parce que dans les pères de l'Église, il en a plein. Et puis je crois que Nietzsche était, je sais plus, mais en tous les cas, quand il compare, il va chercher Goethe. Quand il compare Schiller et quand il compare Spitteler, mais vous inquiétez pas, il n'est pas à court d'idées, alors ça, et il n'est pas à court de position historique. Mais il aime beaucoup Goethe, bien sûr. Puis bon, je pense aussi qu'à l'époque, quand il a écrit en 1921, tout le monde connaît Goethe. N'importe quel Allemand connaît Goethe. Moi pas, mais voilà. Je ne sais pas si les Allemands aujourd'hui, mais même les Allemands aujourd'hui connaissent Goethe. Enfin, c'est pas. Mais Spitteler, qui a entendu parler de Spitteler ? Moi, voilà. Un grand poète où il décrit, Spitteler, l'opposition entre Prométhée, dans un texte poétique, Prométhée, vous savez, celui qui a donné le feu et qui est attaché, etc. Et son frère Épiméthée. C'est une évidence, oui. Bon, moi, j'avais jamais entendu parler d'Épiméthée, mais Prométhée, oui. C'est un chapitre incroyable, mais vraiment incroyable, formidable, que j'adore. Mais bon, on va pas tout faire. Et je vais en mentionner que quelques éléments. Prométhée, dans le Prométhée de Spitteler, est l'introverti qui est tourné vers son monde intérieur et qui toujours tourne autour de lui-même dans son monde intérieur et qui refuse le monde. Épiméthée, lui, il est dans le monde, alors introverti ou extraverti, hein, il est le roi, il est dans le monde et les deux frères se comprennent mal. C'est le moins qu'on puisse dire. Bien. Au début, le roi est assez bon roi.
ça va, ça va assez bien. Le dialogue avec son frère Prométhée est catastrophique, mais bon, c'est pas très grave. Et Prométhée continue à son exploration tout seul dans sa grotte, enfin sa grotte intérieure, à son exploration. Il tombe malade même, et Jung nous dit que cette maladie est en fait l'expression du fait que sa conception de Dieu ou sa conception intérieure est malade, que ses images intérieures sont malades, et qu'il faut qu'il passe par cette maladie. Et puis Mété le traite de tous les noms en lui expliquant de sortir de là et qu'il ne comprend rien, essaye de le soigner avec à coups de remèdes extérieurs. Vous voyez bien le dialogue, hein, vous connaissez par cœur, vous le voyez. Et enfin, au fond de sa régression, parce que le travail de transformation ne se fait pas sans régression, au fond de son introversion qui est aussi une régression, parce que l'introversion est beaucoup une régression, émerge un symbole, une création symbolique, qui est en fait le but de cette introversion, un bijou. Alors, il y a l'anima qui joue là-dedans aussi, hein, mais on ne peut pas tout faire. Il y a Pandore qui est là au milieu, hein, qui l'aide à ramener le bijou. Et il veut offrir son bijou, sa création symbolique, au monde. Mais pour ça, il faut qu'Épiméthée soit capable de supporter et d'entendre le sens et la valeur du bijou. Sinon, le bijou sera perdu. Parce qu'un introverti qui nous donne des belles images, des belles poésies, mais qui jamais se demande comment il va réaliser le sens et la valeur et comment ça va se réaliser dans le monde, c'est aussi une catastrophe. Quant à Épiméthée, plus il refuse ça, plus il est en train de se défaire, plus il est en train de devenir violent, et le royaume se défait aussi. Bien. Et puis Jung s'approche et regarde ce symbole et ce qu'en dit la poésie de Spitaler que Prométhée veut offrir au monde, ce bijou. La création du symbole du bijou, nous dit Jung, fait penser à une naissance. À la naissance, et les termes qu'emploie Spitaler font penser à ce qui est dit de la naissance de Bouddha. Il s'agit, écrit-il, d'un renouvellement de Dieu, d'un Dieu nouveau, ou plus exactement d'un renouvellement de l'image que l'on a de Dieu. Ce qui va donner un renouvellement de vie et les fondements d'une nouvelle attitude interne, mais d'une attitude générale. Attitude du moi, mais aussi attitude du moi dans la relation avec le soi, attitude générale du moi, de son lien avec le soi et de son lien avec l'inconscient. C'est ça, c'est ça, et il dit, il s'agit d'une modification générale d'attitude ou d'une modification de l'attitude générale. Il va ensuite passer 80 pages de ce chapitre 5 à explorer tous les symboles d'union, la signification psychologique de ces symboles, la méthode pour suivre la voie et la loi de ce processus d'union dans la conception brahmanique, dans la philosophie chinoise, 80 pages. Et si je vous dis ça, alors l'exposé est passionnant, fouillé, mais on se dit, si on ne comprend pas, pourquoi il utilise 80 pages dans la type psychologie là-dessus? Eh bien pourquoi? Parce que, tout simplement, le symbole d'union et sa signification psychique est au centre de la question des types psychologiques chez Jung. Et si vous n'avez rien compris à ce que j'ai dit, au moins les 80 pages vous prouvent qu'il n'est pas possible de prendre les types psychologiques sans la question de l'union et de sa conciliation par la méthode. Alors, vous pouvez utiliser toutes les méthodes que vous voulez. Lui, voilà, il propose la psychanalyse, lui plutôt, enfin une psychanalyse jungienne. Mais il a utilisé le yoga dans sa crise. Hein, et il connaît très bien. Pour revenir à une forme d'équilibre. Voilà. J'ai fini mon chapitre. Là, les autres chapitres, je vous en fais grâce pour le moment, mais de toute façon ça suffit parce que, voilà. Je vais tout droit à l'épilogue où
Jung affirme et clame même le droit à la différence, la nécessité de reconnaître les différences d'approche, de conception, des positions, d'une façon générale, et par rapport au psychisme. Alors ça, cette façon de clamer, c'est sa façon de dire à Freud, mais on est d'une typologie différente, c'est pour ça qu'on n'a pas pu s'entendre. Faut s'y avec ça. Bon, mais quand même, c'est une des choses qu'il essaye de trouver dans les typologies. Qu'est-ce qui s'est passé avec Freud? Pourquoi on n'a pas pu se causer? Voilà, on avait juste, Freud, il n'a juste pas la compréhension de l'objet interne qu'est le soi. Ça, Freud, il l'a pas. Il y a des Freudiens qui l'ont, mais Freud, il l'avait pas. Et il dit, on aboutit, si on accepte cette différence, à des théories tellement différentes, tellement contradictoires, côte à côte, sur un même processus psychologique. Mais il faut accepter d'aboutir à, je cite, ce paradoxe d'explication contradictoire. Parce que chacune des descriptions des processus psychologiques est basée sur la typologie de celui qui tente d'étudier le processus. Et sa dernière phrase est la suivante. De ces descriptions typiques proviennent les matériaux dont la coopération rend possible une synthèse supérieure. C'est la fin des types psychologiques, c'est-à-dire sur la coopération et la possibilité, autant que faire se peut, d'arriver à cette synthèse et de rester dans un processus où on accepte le jeu que ces 4 fonctions et que ces 2 orientations, si on prend cette façon-là de regarder le psychisme, hein, mais elle est formidable et on peut tout à fait le faire. Voilà. Donc je vais m'en arrêter là, en vous espérant à vous avoir un peu éclairé sur sa théorie du soi et de l'individuation. Je suis loin d'avoir fini parce que c'est vraiment un énorme sujet. Vous avoir éclairé un petit peu de en quoi c'est au centre de la typologie, en quoi et effectivement, et puis aussi probablement comment ça peut vous faire réfléchir à votre pratique qui utilise les types psychologiques. Voilà. Avez-vous des questions? Oui. N'hésitez pas à me dire, j'ai pas compris ci, j'ai pas compris ça. Hein, j'ai fait du mieux, mais c'est oui. Merci beaucoup. Et moi, ce que j'aimerais, c'est avoir votre avis critique de Freudienne sur ce que vous venez de dire. C'est encore une autre conférence. Je n'ai pas du tout le sentiment. Alors freudienne, je n'ai pas supprimé ma référence à Jung de toute évidence. Je dois tenir côte à côte et concilier comme je peux. J'ai adoré cette dernière phrase parce que de temps en temps, mais si vous voulez, voilà, alors j'ai pas de trucs critiques dessus. Parfois avec un patient je pense comme ça, parfois avec un patient je pense comme ça. J'ai eu, à chaque fois que j'ai changé d'orientation théorique, je suis quand même passée d'une pratique de psychocorporelle à une pratique jungienne déjà, et là j'ai eu déjà à voir qu'est-ce que je pouvais garder, qu'est-ce que je pouvais pas garder, qu'est-ce que je devais transformer. Et après, quand je suis passée de Jung à Freud, si on peut dire, parce que voilà, parce que c'est pas tout à fait ça, parce que fondamentalement c'est moi comme individu qui suis analyste, hein, voilà. J'ai eu à me poser le même genre de questions, c'est-à-dire qu'est-ce que je garde pas, ou qu'est-ce qui est possible de concilier et comment. Mais c'est pas en termes de critique, c'est plutôt en termes de, dans ma pratique actuelle, je me centre quelque part, mais il reste des éléments jungiens que je peux tout à fait intégrer. Je suis plutôt définie comme freudienne. Quand quelqu'un vient me voir, il vient voir un analyste, souvent il en a un peu rien à faire de savoir si je suis freudienne, jungienne, lacanienne ou psychocorporelle quand même, je ne vais pas le faire. Hein. Mais il y a des choses que j'ai gardées.
aussi de ce que je connaissais du corps et du travail sur le corps avec la bioénergie. J'ai une formation avec Lowen, donc, mais je touche plus au corps. Mais je regarde la respiration, ou disons, je la sens. Vous voyez, donc, j'aurais pas, c'est pas tout à fait ça. Qu'est-ce qui agacerait Freud par rapport aux archétypes, en fait? Qu'est-ce qui serait agaçant dans une vision freudienne? Le fait que Jung a supprimé la réalité de la sexualité infantile. Et c'est vrai. Mais c'est vrai. Mais vous me demandez, c'est ce qui m'a fait aller du côté, voilà. Et puis il y a aussi une pratique du transfert qui est un petit peu différente, mais fondamentalement, c'est ça. Et voilà. Et Jung, alors les Jungiens, ils s'expliquent avec ça. Mais c'est vrai, il n'y a pas ça chez Jung. Et puis il n'y a pas le père chez Jung non plus. Hein. Donc le tiers, c'est le soi. Ce que je viens de vous dire. Il n'y a pas le père. Voilà. Ben, chez Freud, il n'y a pas le soi. On fait ce qu'on peut. On est en 2019. On n'est plus en 1920. Ou en 1913 quand ils se sont séparés. Et puis bon, Jung a beaucoup travaillé sur la mère et pas beaucoup sur le père. Et les Freudiens se sont mis à beaucoup travailler sur la mère parce qu'effectivement, Freud, il n'y a rien compris. Etc., etc., etc. Enfin. Pas que. C'est aussi que chacun a développé dans sa direction ce qu'il pouvait développer. Et nous, aujourd'hui, on doit faire avec. Un très grand merci pour ce partage. Je ressens une grande gratitude par rapport au travail de lecture en amont. J'ai l'impression de repartir avec une bibliographie oui. de Goethe à Kant en passant par Schiller. Oui, Georges. Spitteler. Ouais. Je m'en dispense. Ça, vous en dispensez. Mais Kant a des trucs formidables sur le thème. Et les hindous. Oui. Oui. Alors moi j'ai une question, alors en tant que praticien d'outils de la typologie jungienne, sur les étapes de ce processus d'individuation. Et il nous a enseigné en fait progressivement 4 grandes étapes. On a entendu parler de fonctions supérieures, dominantes et de fonctions inférieures. Je vais noter, parce que moi je ne les connais pas, les 4 étapes, quand vous y enseigne, oui. Bon, je vais préciser ma question. En fait, c'est une question autour de l'équilibre, et non pas entre cette compensation supérieure et inférieure, mais par rapport à une fonction auxiliaire qui émergerait plutôt à l'adolescence, et l'auxiliaire qui viendrait équilibrer en fait en termes d'énergie, extraversion, introversion, et puis perception, jugement, détermination. Et comment est-ce qu'un jeune adulte finalement vient équilibrer et ses attitudes À l'adolescence, vous voulez dire. Oui. Et éventuellement ouvrir ce chemin donc, qui serait dominante, auxiliaire, tertiaire, inférieure. Mais ne serait-ce que ce qui se passe finalement à l'adolescence. À l'adolescence, il y a une espèce de remise sur le comment on dit, l'endroit du tissage, hein, remise sur le tapis, si je peux dire, de tout pour, je sais pas, c'est pas le tissage, mais pour essayer, pour le coup, d'accéder à l'âge adulte et d'accéder, alors là je vais parler en termes freudiennes, à une génitalité, hein, parce que là, la sexualité arrive plein pot à l'adolescence, ce qui vient tout faire exploser, hein, parce qu'on a eu le moment de latence, vous voyez, là je deviens freudienne, hein, mais parce qu'à l'adolescence c'est vraiment ce dont il est question. Alors si avant ça et pendant la période de la danse, les choses se sont constituées de telle façon qu'il y a eu le mouvement préparatoire pour l'arrivée plein pot de ce machin, ben ça va bousculer de toute façon, mais il va y arriver. Mais si le travail préparatoire de la période de latence où il est question de se différencier de ses parents, de commencer à trouver des outils, et beaucoup d'outils, de faire des études, enfin, on fait des études après aussi, mais quand même arriver à penser un peu plus par soi-même, si ça s'est préparé, alors, j'ai envie de dire, le tissage ne va pas exploser. On ne va pas trop savoir comment naviguer là-dedans, mais le tissage ne va pas exploser. Et il va évidemment y avoir plein de choses qui vont arriver de l'inconscient. Mais
La cohérence pourrait tenir et la relation avec le parent pourrait tenir et la famille pourrait à peu près aider à contenir tout ça. Et l'école, les machins, les trucs. Si la préparatoire n'a pas eu lieu, tout explose et il faut aider le jeune, si vous travaillez avec des jeunes, parce que j'imagine que votre question vient là ou... Oui, en même temps, je pense qu'on est chacun concerné par cette étape qui Bien ouvre sûr. vers un être déjà un peu plus complet. Oui, mais Jung, lui, si vous voulez, les étapes, il ne les a pas regardées à ces âges-là. Hein. Pour lui, ça commence au début de la vie, ça finit à la fin de la vie, et ça, c'est tout au long de la vie. Et la fonction inférieure et supérieure et auxiliaire, il les voit arriver comme dans ce fonctionnement de la compensation entre le conscient et l'inconscient, et il le voit arriver tout au long de la vie, et le fait que ce processus, il ne s'arrête pas au bout de 5 ans, et il ne s'arrête pas non plus à l'adolescence. Évidemment qu'il y a des moments où c'est particulièrement explosif, mais je dirais qu'à cet endroit-là, il faut aller quand même regarder du côté des Freudiens pour aider à entendre quelque chose de cette sexuation qui essaye de se faire à ce moment-là. Mais Jung vous dira, cette sexuation arrivera mieux à se faire si la forme d'union qu'il a vécue chez ses parents, l'image de l'union du couple des parents, et si la forme de relation qu'il a pu avoir avec ses parents quand il essayait de se séparer tout en restant entier, si ses parents ont pu arriver à rester en relation avec lui quand il leur explique qu'ils sont rien que des merdes et qu'ils n'ont rien compris, et que, enfin bon, le genre de choses que voilà, et que ça ne fasse pas exploser pour autant la famille, alors en lui, il pourra le tenir. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Et c'est ça que Jung va vous dire. Il va vous dire, l'explosion et le schisme, il a d'autant plus lieu que l'image de l'union ne permet pas les nouvelles intégrations. Je me répète, et je ne sais pas si je réponds à votre question, mais... Très clair. Et je fais le lien avec les chemins circulaires qu'avait évoqué Fleur de la Palme à une époque. Oui. Où finalement, c'est un chemin continu et une spirale. Oui, et il dit que d'ailleurs, il dit que c'est une circumambulation et une spirale, et que le chemin du soi est un chemin en cercle. Et d'ailleurs, sa pensée fonctionne comme ça. C'est pour ça que la pensée de Jung est difficile, parce qu'il n'essaye pas, par un truc rationnel, de nous définir un concept, il tourne autour. Il tourne autour avec l'amplification, parce que je vous ai dit, il utilise la méthode de l'historique, mais il utilise la méthode de l'amplification. Il amplifie avec un truc, un autre, un troisième, un quatrième, jusqu'à ce que pour celui qui entend, ça finisse par faire sens. Mais il n'explique pas. Et ça agace les cartésiens que nous sommes. Parce qu'il n'a pas une démarche cartésienne. Ou disons, il n'est pas dans le cartésianisme du tout. Bien qu'il soit capable, à certains moments, d'explorer Descartes en long, en large et en travers. Mais il n'aime pas trop Descartes. Voilà. On n'a plus beaucoup de temps, il est 9h moins 5. Merci beaucoup. En fait, Jung a toujours pensé que le soi était forcément organisateur. Enfin, oui. Moi, ce qui me perturbe toujours, c'est la question du mal. Oui. Où est le mal là-dedans? Voilà. Ça a été le thème de mon travail pendant presque 15 ans dans la pensée jungienne. Et d'ailleurs, je vous l'enseignais, si j'ai bonne mémoire, mais j'avais pas beaucoup de temps. C'est, à mon avis, l'endroit aussi où la pensée de Jung peut pécher. Parce que ce soi qui est toujours organisateur n'intègre pas qu'il pourrait y avoir un élément désorganisateur, parce que son idée, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui va venir organiser. Donc si on le pense comme ça colle pas. Et pourtant, il a essayé, dans un texte beaucoup plus tardif, c'est-à-dire qu'en fait, là, dans ce texte-là, il est dans Cuicui les petits oiseaux, laissons le bon déroulement des choses, et puis il est en train de comprendre le soi, donc le soi, si on est relié au soi, tout va bien. Après 44-45, donc après la Seconde Guerre mondiale, où on a un petit peu du mal à penser que, surtout de nos jours, il s'est mis à s'interroger beaucoup plus sur la question du mal. Et ça a été tous ces textes, Réponse à Job, Psychologie du transfert, qui est à cette époque-là aussi, et Aion. Et dans Aion, il s'interroge là-dessus. Et il a
quelque chose qu'il appelle le mal absolu. Et le mal absolu qui est séparé du bien absolu, d'accord, c'est l'endroit où il arrive le mieux à essayer d'approcher le fait. Alors le mal absolu, la façon dont il en parle, ça ressemble à la pulsion de mort de Freud, complètement. Et quand vous travaillez avec des gens et quand vous voyez le monde qui arrive actuellement, il est évident que tout n'est pas union. Sauf à dire qu'on est dans un processus de transformation qui va nous amener vers une nouvelle ère, voilà. Bon. Mais tout est union, on arrive à quelque chose d'aberrant aussi. Et c'est là où moi j'ai lâché Jung, et avec lequel je ne suis pas d'accord. C'est la limite de la théorisation du soi, vous voyez, c'est une autre réponse. Mais je l'ai écrit, j'ai un article dans les cahiers jungiens qui s'appelle Au-delà du bien et du mal, désolé c'est Nietzsche, Au-delà du bien et du mal, la réalité de l'ombre et de la destructivité. Et à cet endroit-là, où est le soi, où est l'ombre, et comment on peut penser cette dynamique qui toujours veut le mal, ça c'est Goethe, et il en parle, qui toujours œuvre à une désagrégation et qui refuse totalement l'union. Et ça existe aussi. Et en ce moment... Est-ce que Jung il en parle de ça? Parce que oui. À un moment, il arrive à l'idée qu'il y a le bien absolu, le mal absolu. Oui. Donc il arrive bien à conclure que ces deux opposés ne sont pas conciliables en quelque sorte. Il dit quand même que qu'il va falloir, qu'il y a bien quelque chose qui va œuvrer entre les deux, mais en tous les cas, il dit que le mal n'est pas parce qu'on a fait quelque chose c'est pas parce qu'on a fait quelque chose de mal. C'est pas une conséquence qu'on a blessé le bien. Il existe en soi, il est archétypique. Ça, il le dit. Ça, il le dit. Mais ça, c'est le Jung d'après 1945. Et alors, en quoi ça vous gêne? Mais ça ne me gêne pas, sauf que où est-ce que je mets le soi, là, en tant que principe d'union, qui surordonne tout. Puisque l'ombre ne veut pas l'union. Ça ne me gêne pas, mais c'est obligé. Ça a gêné Jung lui-même. Il s'est interrogé, du coup, sur l'image du soi, et ça c'est dans Réponse à Job, sur l'idée d'un Dieu tout bon. Non, il n'est pas tout bon. Il faut qu'on arrête ça parce qu'on arrive à la catastrophe. Et toute personne qui dit Dieu, il est tout bon, il arrive à la catastrophe. Et notre civilisation arrive à la catastrophe avec cette idée de Dieu tout bon. Voilà, c'est le genre de choses qu'il dit. Donc ça ne me gêne pas, sauf que j'ai beaucoup de mal après à penser le soi. Et lui, il a eu beaucoup de mal à le penser aussi, mais il y arrive. Ça a été sa bataille. Il est extrêmement honnête, Jung. Et moi, je n'ai pas quitté les Jungiens là-dessus. Je l'ai beaucoup plus quitté sur la question de la sexualité infantile. Ça, beaucoup plus. Mais voilà. Mais on peut, à condition. Et ce qui finit par dire quand même, c'est qu'en dernière instance, ça sera le moi qui décidera, et ça ne sera pas le soi. Et le moi est celui qui aura la position éthique. On ne peut pas attendre que ça vienne de l'intérieur uniquement. Et c'est là qu'il met l'espérance. Il dit le sens, vous savez ce qu'il dit, hein, la vie est faite de sens et de non-sens, j'ai l'espoir anxieux que le sens gagnera. L'espoir anxieux, c'est ce qu'on garde. On peut le dire en ce moment. Je crois qu'il faut qu'on arrête, c'est ça ?